Donc, en 1951, dans un article du Mercure de France, Jacques Crépet hasarde une remarque qu'il conviendrait d'approfondir. Je le cite. L'a-t-on suffisamment remarqué? Entre toutes les beautés du corps féminin, c'est à la jambe et à son prolongement au pied, on l'a bien vu, que Baudelaire avait voué un culte particulier. En effet, qu'il évoque la jambe musculeuse et sèche du monstre, le poignard luisant sur la cuisse de la mendiante rousse, la jambe de la martyre sur laquelle, comme un souvenir, est resté un bar rosâtre orné de coins d'or, Baudelaire multiplie dans son œuvre les occurrences souvent frappantes de ce membre au féminin. S'il est difficile d'oublier le morceau anthologique de la fanfarlot, où la jambe géométriquement décrite de la danseuse est, pour Samuel Kramer, alter ego du poète, l'objet d'un éternel désir, je cite le texte, reste que c'est évidemment dans son poème À une passante que Baudelaire propose, et il provoque aussi, pourquoi pas, l'évocation la plus poétiquement chargée de ce morceau de choix, pour reprendre ici l'intitulé de notre séance. Alors, compte tenu de la nature du propos, il est bon, évidemment, de se remettre le poème à l'esprit. Donc, la rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue. Point. Point après l'enjambement, voyez. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil ciel livide où germe l'ouragan, la douleur qui fascine le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté dont le regard m'a soudainement fait renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité, ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Alors on remarquera l'économie de moyens de la technique de ce poème des tableaux parisiens, qui plante le décor de la ville hostile en un seul vers, le premier, lequel procède à la fois de la précision et de l'indétermination. La rue assourdissante autour de moi hurlait. L'événement érotique et esthétique rapporté a pour condition la fulgurance de ce décor, d'abord plus acoustique que visuel, dont les sensations enrobent tout le poème et le sujet poète, épicentre du récit qu'il figure. La rue, métonymie de la foule à la fois personnifiée et déshumanisée, suggère l'enfermement en ce qu'elle hurle autour du poète, s'avère anonyme parmi les anonymes. Une rue sans nom, d'une ville qu'on déduit seulement au titre de la section où prend place le texte, tableau parisien. Alors, loin de décrire ou de verser dans le pittoresque, la syntaxe paratactique suggère le mouvement par des notations brèves qui procèdent, dans le reste du poème, du regard témoin, comme en huis clos parmi la foule, de l'apparition de la passante. Cette foule devient à son tour métonymie de la ville, en tant qu'elle seule rend possible cet enveloppement dans le multiple indifférencié, où survient une déchirure du temps et de l'espace, du vacarme et du nombre, occasionnée par la vision foudroyante d'une fugitive beauté. Soit la passante, aperçue, puis perdue de vue, métonymie de l'idéal entrevu depuis les tréfonds du gouffre humain, et qui a trop tôt fait de replonger le poète dans le spleen. L'apparition féminine bouleverse ainsi le temps, le passé simple qui l'introduit fait en quelque sorte événement dans la violence indifférenciée de l'expérience initiale à l'imparfait. Puis, syntaxe et métrique coïncident, elle passe, je l'ai fait remarquer tout à l'heure, dans la première strophe, et ensuite elle enjambe le second quatrain avec sa jambe de statue. Alors, le regard du poète se focalise ainsi sur l'allure des fragments corporels, mains, jambes, œil, synecdoque mettant en valeur les principaux attributs de la belle moderne, qui est tour à tour précédée et suivie de ses motifs partiels et de ses vêtements métonymiques, le feston, le vêtement de deuil et l'ourlet. Cette fragmentation de la perception de la figure féminine décompose le regard du flâneur par un retardement de la cause sur l'effet, puis par un prolongement de l'effet sur la cause. C'est-à-dire que le poème procède par des focalisations perceptives qui distendent le temps du mouvement de passage, qu'on suppose néanmoins dynamique, avec la solennité d'un ralenti. Celui, et je cite le texte, de la douleur qui fascine et du plaisir qui tue. Cela au profit d'un temps autre, onirique, déjà éternisé par le truchement des E muets et des diérèses, majestueuse, fastueuse, la prosodie, participant ainsi à l'ampleur du cadre perceptif et au ralentissement syllabique des percepts, tout comme les jeux de ponctuation, les virgules et surtout le fameux point-virgule qui,
au lieu du point attendu à la fin de la première strophe, relance au contraire le mouvement d'enjambement de la syntaxe d'une strophe à l'autre, faisant surgir à même l'entre-deux du blanc typographique, à même le suspens momentané de l'ordre syntaxique du discours, le moment acmé de la rencontre érotique et de la proposition esthétique de la modernité selon Baudelaire, cristallisé par le fétiche de la jambe de statue en mouvement, qui, de par sa position et son rôle dans le poème, détermine la figure de la passante plus que tout autre motif partiel. La dimension composite de la passante, dont la chair est de pierre, évoque évidemment le poème La Beauté, où une figure féminine s'exclame, je cite, « Je suis belle aux mortels comme un rêve de pierre ». Une beauté dont le sein, et je cite encore, est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet comme la matière, beauté qui, et je cite encore, trône dans l'azur comme un sphinx incompris et est le mouvement qui déplace les lignes. À savoir donc que cet emblème de la beauté idéale, rêvée, éternelle et statufiée, représente une esthétique auparavant figée qu'investit et dynamise la passante, donc suivant ce paradigme de la statue dans les fleurs du mal, évidemment, et donc lui confère les aspects d'un oxymorique rêve de pierre en marche. La fugitive beauté de la jambe de statue met de facto en acte la définition baudelairienne de la modernité donnée dans le peintre de la vie moderne, où la peinture de Constantin Guy sert de caution aux conceptions théoriques de Baudelaire, conceptions selon lesquelles l'acte poétique s'emploie, et je cite, à dégager de la mode féminine, ce qu'elle peut contenir de poétique dans l'historique, et de tirer l'éternel du transitoire. Bref, à réunir le merveilleux et le quotidien, fruit de l'héroïsme du flâneur, faisant du poème le lieu alchimique de la transmutation de la réalité naturelle en surréalité poétique. Comme la modernité évoquée par Baudelaire, la passante est fugitive, l'adjectif se retrouvera 3 fois dans le texte sur Constantin Guy pour désigner la modernité elle-même. Et c'est, selon le poète, plutôt qu'en observant les draperies de Rubens ou de Véronèse, dans les fantaisies de la mode féminine, en scrutant les étoffes contemporaines, et je cite, soulevées, balancées par la crinoline ou les jupons de mousseline empesés, que le mystère de l'image poétique, le choc singulier du transitoire, peut conférer à l'acte poétique sa valeur, les verbes soulevés et balancés étant aussi employés dans un même contexte dans le poème À une passante, laquelle soulève et balance le feston de Hurlet. Comme l'écrivent Jean-Pierre Bertrand et Pascal Durand à propos de ce texte, le poème représente un condensé rhétorique, je les cite, un condensé rhétorique de l'expérience urbaine, mieux, une esthétique de la ville dont la belle passante agile et noble avec sa jambe de statue serait la mobile allégorie. Comme l'antithère ou l'oxymore ajuste pour l'une aux contradictions du monde et pour l'autre au déchirement du sujet, métonymies et synecdoques introduisent dans le texte le régime de fragmentation et de discontinuité qui préside à l'expérience urbaine. Donc, du point de vue formel, par ce poème, Baudelaire donne à la poésie une rhétorique informée par les formes mêmes de la ville en tant qu'elle façonne objets et cadres de leur perception. Ce faisant, Baudelaire cristallise le mythe de la passante pour le XIXe siècle en vertu du tour de force de son écriture poétique et de sa nouvelle logique fragmentaire. Claude Leroy remarque que, je le cite, « Bien entendu, les passantes n'ont pas attendu Baudelaire pour se promener dans la rue, ni les flâneurs pour s'émouvoir à leur démarche et à leur regard. Reste que, après les fleurs du mal, et je cite encore Leroy, parler de la passante renvoie à Baudelaire sur le mode de la connivence, sinon de l'allégeance. Il est, somme toute, un mouvement de sublimation dans l'acte rhétorico-poétique baudelairien sur la jambe de la passante, lequel suppose autant le sublime comme catégorie esthétique problématisée par le modernisme industriel et le progrès au XIXe siècle, qu'une sublimation freudienne du fétiche en objet artistique, la passante devenant le poème à une passante, le poème qui lui est dédié, donc recevant le don de l'œuvre avec laquelle elle finit par se confondre et se dissoudre. Le fétiche érotique participant en dernière instance du fétiche de l'œuvre d'art en marchandise, pour penser ici comme Walter Benjamin. Marchandise, du reste, qu'est déjà le corps féminin, ostensiblement prostitué à même la sphère publique du capitalisme industriel. Bref, la jambe de statue suppose des plans de signifiance multiples en un même choc auquel le regard du flâneur poète confère sa pleine cohérence, à savoir une chaîne d'adéquation symbolique qui conduit en dernière instance au sublime moderne de la ville. Alors je cite Yves Bonnefoy sur ce point.
La grande poésie moderne, celle qui se décide dans la parole, prenant conscience de son pouvoir et de sa responsabilité, l'héroïsme du flâneur, responsabilité proprement ontologique, est née de l'effondrement des signes du transcendant dans la figure du monde. Le même effet de saisissement ontologique, de réduction de l'apparaître du monde à une impression de néant, donc de provocation à la poésie, qu'a produit la haute montagne au temps des Lumières comme motif de vertige conduisant au sublime, Paris l'a produit aussi et avec des conséquences également importantes. En somme, la ville monstrueuse produit un vertige auquel le poème doit se mesurer. C'est donc ce à quoi se mesure en fait la modernité de la Passante pour Baudelaire. Et comme l'écrit par ailleurs Benjamin à propos de notre sonnet, je le cite, « La fonction de la foule paraît au premier regard négative, or elle ne l'est pas. L'apparition qui le fascine, loin de seulement se soustraire dans la foule au poète érotique, ne lui est donnée que par elle. » Bref, la chaîne d'équivalence symbolique, réunie dans le moment acmé, va donc comme suit. La jambe est la synecdoque de la passante, elle-même un signe se dégageant par différenciation de la foule bruyante, foule dépourvue de signification avant cette manifestation éphémère qui donne un sens à l'expérience urbaine, foule qui est la métonymie de la rue abstraite, qui est la métonymie de la ville, elle-même abstraite et n'existant pour le sujet qu'à travers cette chaîne de signifiance momentanément réunie dans la vision fugitive d'une jambe. Le regard crispé de l'extravagant, dont parle le poème, condense et fait équivaloir symboliquement diverses parties, signifiant une totalité, elle-même la partie d'une autre totalité, jusqu'à ce que le poème entérine depuis le fragment du corps féminin aperçu, un authentique sublime parisien de la modernité. Et j'ai envie de dire, à la fin du siècle, il y aura un sceau apposé sur la ville de cet imaginaire-là. C'est la tour Eiffel elle-même, une tour qui est phallique, mais qui, selon la légende, évidemment fausse, représenterait en fait une jambe de femme, un bas, donc une jarretière, parce que Gustave Eiffel a d'abord travaillé dans les manufactures de bas féminins. Donc, vous avez là le fétiche au sens freudien, c'est-à-dire un phallus féminin trônant sur la capitale et se faisant emblème de la modernité. Alors, bref, que le poète retombe dans le spleen après la vision furtive de l'idéal n'enlève rien à sa volonté d'écrire celui-ci et de faire advenir l'idéal par le poème et de faire de la poésie son ultime refuge. Comme l'écrit Bonnefoy, et je le cite encore, dans ses écrits même tardifs, Baudelaire n'a jamais condamné la poésie, et tout l'effort théorique et poétique de sa quête de modernité, l'objet de son passage de la métaphore à la métonymie poétique, réside dans la volonté de réitérer un pouvoir de transmutation alchimique à la poésie, dont la fameuse jambe de statue se fait preuve en actualisant l'expérience d'une nouvelle transcendance, laquelle ne dure pourtant qu'un instant. Cette transcendance dans l'immanence contourne l'aporie de la perte de sacralité religieuse et de la perte des signes fixés de l'Ancien Régime, Dieu, la loi, la fonction sociale, etc., pour plutôt témoigner de l'imagination qui était, selon les mots de Baudelaire, reine des facultés, en contexte d'incertitude de la valeur et portée des signes dans le bruissement et la violence sémiotique de la grande ville moderne qui angoissait tant l'homme des foules d'Edgar Allan Poe. Fin de la première partie. Deuxième partie. Or, à la fin du XIXe siècle, le paradigme de cette mythification moderne sera déconstruit précisément parce que la jambe de statue deviendra une jambe de chair. Je prendrai ici pour exemple une plaquette intitulée « Prose décadente », publiée en 1886 par le poète, journaliste et romancier Léo Triznik, qui signait parfois sous le pseudonyme Pierre l'Infernal et dont le vrai nom était Léon Épinette. Allez savoir. Ce volume participe de ce que Catherine Cocchio a appelé le modèle spectral de la baudelairité décadente, c'est-à-dire la reprise fin de siècle des thèmes de l'œuvre de Baudelaire sous l'égide d'un kitsch fantaisiste volontairement assumé. Se réclamant dans sa préface de l'opuscule parodique Les déliquescences d'Adoré Floupette de Beauclerc et Viclair, donc une mystification poétique qui, peu avant, à rebours de Huysmans en 1984, fait connaître le type du décadent au grand public, Triznik offre à son tour, selon Rodolphe Gautier, un premier retour du courant sur lui-même. Un retour où la notion de décadence n'est plus un terme péjoratif destiné à insulter ce que le critique d'art réactionnaire Max Nordau appelait l'école de Baudelaire, mais un retour qui présente un moment réflexif où décadence se veut une esthétique qui assume ses outrances par souci de modernisme ludique en contexte de crise de l'originalité chez les jeunes écrivains. L'écriture de Triznik
procède ainsi de tous les effets stylistiques possibles, savoure l'argot, les barbarismes et néologismes, surtout adverbiaux, use de phrases courtes, elliptiques et nerveuses, se joue des conventions typographiques par abus du majuscule, tirets et italiques, dont les effets visuels altèrent le processus usuel de lecture transitive. Bref, use et abuse des marqueurs textuels, mais aussi thématiques, d'un genre que Baudelaire aurait consolidé dans le spleen de Paris, le petit poème en prose, qui, comme le dit Michel Sandras, de Baudelaire à Réverdy, rend la grande ville omniprésente dans ses manifestations. Alors, c'est assez naturellement que les textes de Tréznik travaillent systématiquement le thème urbain et ses motifs en vue d'une illustration exemplaire du conflit entre le poétique et le prosaïque, qui demeure une des caractéristiques du genre oxymorique du poème en prose. On ne s'étonnera donc pas de retrouver dans les proses urbaines de Tréznik un intertexte avec le scénario de La Passante qui, par la jambe aperçue, a signé poétiquement la théorie baudelairienne de la modernité, et dont la réécriture ironique témoigne pour Tréznik d'une lecture fine, quoique ludique, de l'art poétique de son modèle. Dans sa mince plaquette d'à peine 100 pages, où se multiplient d'ailleurs les blancs poétiques, fleurons et culs de lampe, marges généreuses qui insistent sur la blanche chair du livre, Tréznik mentionne tour à tour la jambe à 16 reprises, le bas de soie 34 fois, et on peut y compter jusqu'à 20 occurrences du mot mollet. Tout le recueil consiste en une variation dérisoire du lieu commun de la jambe aperçue, notamment parce que c'est performativement, par sa réitération constante, que Tréznik s'affaire à le rendre commun, en prenant l'allégorie au pied de la lettre, faisant jaillir la vision fugitive et obsessive de la jambe d'une L, avec une majuscule, à tous les détours de son évocation des lieux de Paris, omnibus, cabaret, trottoir, place Saint-Michel, etc. Lieux qui deviennent autant de tréteaux, dynamisés par l'exhibition tantôt volontaire et provocante, tantôt accidentelle de la jambe, au point où le lecteur se demandera si ce L ne désigne pas en fait, littéralement, une jambe se baladant dans Paris. Le recueil s'ouvre de manière fantasque sur une prosopopée de bas de soie qui gazouille, et je cite, l'inénarrable poème de la jambe, un embrayeur qui connote d'emblée une lassitude pour le motif baudelairien tourné en bourrique, tandis que les bas devisent, et je cite, c'est à cause de nous s'il l'a aimé. C'est nous qui, moulant ses jumeaux rebondis et sa malléole amincie, ont allumé dans son regard l'éclair qui lui a incendié l'âme. Remarquons ici l'usage du mot éclair qui évoque le scénario de La Passante, éclair de l'ouragan dans son œil. Bon, enfin, vous y relirez tout ça. Et aussi l'insistance sur la description anatomique des mollets. On ne caricaturerait pas mieux la sémiologie de la mode, tout en insistant sur le fétichisme de la marchandise, qu'en conférant ainsi le verbe poétique aux vêtements de la passante, qui brille alors par son absence, elle-même l'accessoire de ses accessoires, la marchandise de ses marchandises. Pour sa part, le flâneur devient sous sa plume un pathétique, et je cite, amateur de mollets, qui déplore la mode des bottes hautes entalonnées, lesquelles ne laissent plus deviner le moindre soupçon de mollet. Et celui-ci profère la litanie, et je cite, « Les mollets s'en vont, les mollets s'en vont », en précisant, « Quoi vont désormais pâturer nos yeux, à nous pauvres qui ne trouvions que la jambe d'adorable dans la femme, nous dont le regard s'émerveillait à voir papillonner la gamme de couleurs de des bas de ces dames. » En somme, l'écriture caricaturale touche à son comble par la mise en abîme de la relation du flâneur à la passante. En effet, le narrateur se déplace, et je cite, « pour regarder ceux qui regardent », la passante, et contemple de facto avec une distance critique une littérature qu'il démonte, en refusant d'être dupe de la sublimation métonymique inhérente au fonctionnement de la mode envisagée comme modernité, avec Baudelaire. L'insistance de Tréznik sur le lexique qui particularise les parties de la jambe vise à redonner au scénario baudelairien une axiologie basse, ne sublimant plus artistiquement le fétiche. L'usage du terme mollet, du latin mollis, le mou, s'oppose d'emblée à la jambe de statue, en désignant en fait le gras de la jambe. Dans leur essai de physiognomonie sur les corps vivants, Jean-Joseph Sue et Dupont de Nemours décrivent le mollet comme une espèce de ventre à l'arrière de la jambe, donc quelque chose qui doit être considéré comme une sorte de pivot carnavalesque du membre inférieur féminin, dans ce cas-ci. Alors Tréznik insiste donc sur la chair aperçue du fétiche, il insiste sur la chair aperçue du fétiche en usant d'un mot d'emblée proscrit des fleurs du mal par sa facture dépoétisante. Alors que pourtant, s'il faut supposer une quelconque réalité à la rencontre de la passante, en la dépouillant des images baudelairiennes et en nous glissant dans la phénoménologie de l'expérience que cette rencontre suppose,
c'est bien la vision du mollet qui doit au XIXe siècle susciter le fantasme. Comme l'explique François Boucher dans son histoire du costume en Occident, au XIXe siècle, et je le cite, la jupe la plus courte s'arrête à une main de la cheville en laissant voir un bas clair ou noir, ce qui suppose tout au plus la vue d'une première démarcation du mollet, lequel n'est dans ces conditions que la pure forme de la partie charnue d'une jambe, dont le derme demeure toujours voilé par le tissu du bas qui en épouse le galbe. Alors, l'aspect réellement perçu de la jambe de statue et l'autre aspect idéal ou rêvé sont peut-être intuitivement inversés pour le lecteur contemporain. L'aspect statufié de la jambe procéderait de la couleur et de l'effet du bas, qui lui est bien aperçu sur le rebord visible du mollet, et l'agile et noble jambe, totalité indivise et sculpturale du membre inférieur, demeure, elle, imaginée et rêvée, cachée derrière les plis de l'étoffe et jamais vue dans la rue. Comme le souligne Philippe Perrault dans son histoire du vêtement au XIXe siècle, je le cite, « Alors que gorge et croupe sont généreusement soulignées, les jambes sont soustraites au regard de façon radicale, accumulant ainsi un capital érotique dont la rentabilité se mesure à l'intensité du culte secrètement voué au mollet. » Fin de la citation. Alors Tréznik renvoie donc lexicalement le scénario baudelairien à l'expérience fantasmagorique suscitée par le vêtement écran, dont la dialectique suppose que plus les lieux et objets afférents au sexe sont écartés du champ du regard et du discours, plus ils envahissent et hantent les imaginaires. L'émoi baudelairien est bien un produit de l'imagination, reine des facultés, mais aussi le dupe des artifices qui l'encensaient par ailleurs, faisant de la modernité un culte de la mode. C'est en ce sens qu'au milieu du florilège de Tréznik et de son cortège de fétichistes dupes de la marchandise, il y a toutes sortes de scènes burlesques sur lesquelles je n'insisterai pas, mais bon, enfin, une meute de flâneurs affamés qui finissent par trébucher les uns sur les autres en poursuivant une passante dans les rues, tout ça est assez rigolo. Mais bref, au milieu du recueil, un philosophe nihiliste prend la parole pour rompre le charme. Je cite, « La femme, dit-il, n'est pas belle en soi. C'est une convention, une illusion. Elle n'est qu'un effet d'optique. » Et il ajoute, je cite, « Quand je suis en présence d'une femme, la jupe troussée jusqu'au jarret, je dissous le mirage, je souffle sur l'illusion irisée, je la déshabille mentalement par la pensée, et je n'ai plus devant moi que le ridicule spectacle d'une nudité grotesque, striée de coupes roses et couturée de vergetures, qui se dandine sur de trop courtes jambes. » Fin de la citation. Alors, la désublimation du motif est ainsi complétée par le biais d'un effort inverse de l'imaginaire qui aperçoit la chair dans son intégralité, mentalement, avec une insistance morbide pour les imperfections de la peau. Une imagination désormais conditionnée à ne plus supposer d'équivalence métonymique entre la partie corporelle et son tout, sous le mode de l'enquête balsacienne, le flâneur balsacien procède de cette façon, et en ne plus usant de l'espèce de métonymie ascendante de la vision fugitive de la poétique baudelairienne. Donc, ces deux modes métonymiques sont coupés, le fragment ne renvoyant plus du tout à la totalité de la chair intégrale. Alors, bref, il n'y a plus d'équivalence entre la partie corporelle et son tout, l'une et l'autre, la partie comme le tout, ayant toujours été rêvée dans le contexte d'un imaginaire poétique fétichiste. Car, et c'est ma conclusion, les divers cas de figure que j'ai déclinés participent des trois réponses identifiées par Christine Lucie Glucksmann à l'angoisse de la castration latente à l'imaginaire fétichiste de la modernité. A. La pétrification, l'imaginaire de la méduse en quelque sorte connoté par toute la sémie de la statue chez Baudelaire. B. L'absence, le néant, l'infigurable du féminin proposé par Tréznik, qui fait parler le vêtement et rend le corps nu de la femme absent de sa pièce inaugurale, même si les vêtements qui discutent entre eux négligemment sur le sol supposent ce corps nu et suggèrent le récit d'une rencontre érotique consommée avec la passante. C. La monstruosité de la chair dévoilée dans la leçon du philosophe misogyne, qui demeure elle aussi un produit de l'imagination, une chimère monstrueuse, luttant contre le pouvoir de la coquetterie. Bref, jamais il n'y a de corps ou de fragments de corps réellement aperçus ou dévoilés dans ces textes et ces scénarios. Qu'on s'affaire à sublimer ou bien à désublimer le motif du corps fragmentaire en question, dans ce cas-ci la jambe, la scénographie des textes et des expériences sur lesquelles ils se construisent demeure toujours rêvée. Merci.